Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laisser un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2, voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Bonjour à toute la grande famille DMG. Bonjour à toi DMG. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Avant de commencer à raconter mon histoire, je vais tout d'abord vous adresser mes vœux les plus sincères pour cette année 2024 qui va débuter dans quelques jours. Alors, je vous souhaite santé, bonheur, paix, joie, amour, prospérité, longévité. Vraiment que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous comble de ses grâces et continue de vous assagir. Il faut que Dieu permette à ce que les gens soient conscientisés au travers de cette émission. DMG, vraiment, je te dis aussi merci à toi pour tout ce que tu fais. Parce que grâce à toi, il y a des gens qui ont redoublé de prudence aujourd'hui, des gens qui ont évité des drames dans leur vie. Vraiment, que Dieu te bénisse, qu'il t'assagisse encore davantage. Je vais raconter ici une histoire que je vais intituler La parole de la malédiction. Ça, c'est une histoire que ma maman m'a racontée il n'y a pas très longtemps. Je lui ai fait part de cette chaîne, je t'ai dit la dernière fois. Moi, je fais écouter tes émissions à tout le monde à la maison quand j'y vais en week-end. Donc, la maman, voilà, quand elle se souvient d'une histoire, surtout si elle est édifiante, elle me la raconte pour que je puisse venir aussi la raconter ici. Alors, l'histoire se passe, ils étaient encore jeunes, ça date vraiment de très longtemps. Mais elle a un sens, voilà, elle a un sens parce qu'elle va édifier à la fin. Ils étaient jeunes, voilà, ils étaient jeunes à l'époque, ils étaient encore à l'école primaire si je ne me trompe pas. Comme je le dis souvent, à l'époque là, vraiment, quelqu'un au coup moyen d'eux, il était déjà vieux. Donc, elles étaient déjà des femmes et des hommes, même si c'était encore primaire. Et là, il y a une demoiselle que je vais prendre un nom par emprunt, Josiane. Josiane était orpheline de père et de mère. Elle ne vivait qu'avec sa grand-mère. Sa grand-mère aussi qui était déjà tellement vieille qu'elle ne pouvait vraiment plus s'occuper d'elle-même. Du coup, c'est Josiane qui s'occupait et de sa grand-mère et d'elle-même. Et là, il y a un jeune homme que je vais appeler Cédric. Cédric a commencé à faire la cour à Josiane. Josiane a d'abord hésité. Connaissant sa situation, elle n'a pas de papa, elle n'a pas de maman, elle n'a que sa grand-mère qui est déjà toute vieille. Il fallait vraiment qu'elle fasse attention à sa vie. Mais Cédric, avec sa langue mielleuse, a pu faire tomber Josiane sous son charme. Ils ont commencé à sortir ensemble. Jusqu'au point où ils ont manqué de prudence. Josiane est tombée enceinte. Quand Josiane s'en est rendu compte qu'elle était enceinte, elle fait comprendre à Cédric que Cédric, nous n'avons pas été assez prudents. Là, je suis enceinte. Cédric dit non. Moi, je suis encore très jeune. Je ne peux pas avoir d'enfant maintenant. Et Josiane dit, mais pourquoi est-ce que toi, tu vas me laisser comme ça? Est-ce que moi, je veux avoir d'enfant? Mais vu qu'il est déjà là, acceptons-le, mettons-nous ensemble et ensemble, on va gérer ça. Cédric dit, j'ai dit non. Déjà, cet enfant n'est pas le mien. Josiane dit, non, tu n'es pas sérieux. Tu ne vas pas me laisser avec cette grossesse tout seul et régner. Tu sais que tu es le seul homme que j'ai connu. Tu m'as connu, j'étais vieille. Je ne connais pas un autre homme à part toi. Cédric s'entête à ne pas accepter la grossesse. Il renie la grossesse. Oh, voilà la petite fille qui est délaissée à elle-même. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrête les études pour se concentrer aux travaux champêtres. Elle va venir travailler dans un champ, on va le payer 500, 600, 300 pour pouvoir faire la layette de son bébé. Tellement elle souffrait.
Et un jour, elle a vu Cédric à la pompe. Cédric était en train de tripoter une autre fille. Elle a dit à Cédric, si toi tu es entré dans mes fesses jusqu'à ce que tu aies éjaculé, excuse-moi pour le thème, sache que tu n'auras plus jamais d'enfant dans ta vie jusqu'à ce que tu me demandes pardon. Il était jeune. Il a pris ses paroles à la légère. Il a pris ses paroles à la légère. Et c'est comme ça que, par miracle, Josiane a quitté le village. Elle s'est retrouvée en ville. Cédric est resté au village. Il a eu ses diplômes, il a eu son bac. Il est aussi venu en ville. Il a eu ses diplômes en ville. Il a commencé à travailler. Cédric est devenu un monsieur. Mais il n'avait plus les traces de Josiane. Il n'avait plus aucune trace d'elle. Il s'est même marié. Mais là, Cédric n'arrive pas à faire d'enfant. Cédric a fait tous les hôpitaux malgré son argent. Cédric a même voyagé, aller à l'étranger, faire des examens. Cédric n'arrive pas à avoir d'argent. Il est même reparti au village, faire des trucs mystiques, aller voir les marabouts, les ngangas, comme le disent les Gabonais. Mais Cédric n'a toujours pas pu trouver la guérison. Et jusqu'aujourd'hui, Cédric n'a toujours pas d'enfant. Il veut même demander pardon à Josiane. Il ne voit pas Josiane. Il a cherché Josiane partout. Personne de tous ses camarades de cette époque-là n'a de nouvelles de Josiane. Aujourd'hui, il se pavane partout avec le fardeau de la malédiction que Josiane avait léguée dessus. Il a l'argent, il a des voitures, il a une femme, mais il ne peut pas faire d'enfant. Il fait des examens, on ne trouve rien d'anormal. Et là, il sait au fond de lui que c'est parce que Josiane l'avait maudit, parce qu'il avait abandonné Josiane pendant sa grossesse toute seule. Il sait que c'est à cause de ça. Mais comment faire pour trouver Josiane, pour essayer de compenser toutes ces souffrances qu'elle a vécues parce qu'il avait régné à la grossesse? Il ne sait pas comment il a fait pour trouver Josiane. Donc, la moralité de l'histoire ici est celle que quand on est jeune, vraiment, même lorsqu'on veut aborder une fille, courtiser une fille, essayez un peu de regarder sa situation. Dites-vous que cette fille que je suis en train de prendre, si demain après-demain, il arrive qu'elle a telle situation, est-ce que je pourrais assumer comme un homme? Ou alors, est-ce que je pourrais prendre en charge les problèmes qui vont venir derrière le fait qu'elle et moi, nous sommes ensemble? Si tu sens que tu es encore jeune, bad boy, que toi tu veux t'amuser, il y a un type de filles qu'il ne faut pas aborder. Il y a des filles qui sont encore vraiment sérieuses ici, que quand elle te donne son corps, il ne faut pas t'amuser avec. Pas venir faire, tu vas seulement prendre ton plaisir et puis partir. Parce que les fesses de la femme que tu vois, c'est là. Le rapport sexuel, il est tout d'abord mystique. Il y a échange d'aura en ce moment-là. Donc quand tu entres dans le corps d'une femme qui t'a aimé d'un seul cœur, qui t'a été fidèle, et puis toi tu t'amuses avec elle, tu la mets dans des problèmes et tu t'en vas, tu continues à tripoter d'autres filles. Si elle te maudit, ça va te prendre. Si elle te maudit, si toi tu as ancré en elle et qu'elle était fidèle, elle te maudit, mon cher ami, ça va te prendre. Donc faites attention. On ne s'amuse pas avec n'importe quelle fille. On ne s'amuse même pas avec la femme. Parce que la femme, elle peut te lever, elle te met en haut, elle peut te prendre au point 0, elle te met au point 10. Tout comme elle peut te prendre au point 10, elle te met au point moins 10. Donc faites attention. Merci, c'était mon histoire. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Salut DMG, j'espère que tu vas bien et que tes abonnés aussi vont bien. Donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle histoire. Une histoire que j'ai vécue... Bon, je vais pas dire que j'ai vécu une histoire dont j'ai été témoin. Voilà, je pense que c'est le mot approprié. Une histoire dont j'ai été témoin qui s'est passée au Gabon en 2011-2010 et bonne nuit au mois. Alors, un jour, j'y vais au Gabon, chez la sœur à ma maman, plus précisément à Libreville, au 9 étage. Au 9 étage, c'est le nom du quartier. Et elle habitait dans un camp de gendarmes qu'on appelle le camp Wousque, qui est en face de la présidence du Gabon. C'est le seul camp de gendarmes qui est là-bas, en fait.
Voilà. Donc, les Gabonais, je pense qu'ils peuvent vite reconnaître le camp, parce que c'est le seul camp. Et vu que son mari, marié à ma tante, il était gendarme, il était capitaine à l'époque, parce qu'il est en retraite là. Il était capitaine à l'époque, donc du coup, il était logé dans le camp en question. Et dans le camp en question, il y avait un jeune homme. À l'époque, il avait 18 ans, 19 ans. Il était hyper fort au football, vraiment hyper fort au football. Ça veut dire que tout le monde croyait et pensait que ce jeune homme-là veut réussir dans le football. Parce qu'il était doué. Vraiment, il était vraiment doué. Il était hyper fort quand on faisait des tournois dans le camp. Les enfants des capitaines contre les enfants des sergents-chefs ou contre les enfants des lieutenants. Il sortait toujours le meilleur. Voilà. Et par contre, ce que les gens ne savaient pas, c'est que ces jeunes hommes aussi, à un moment donné, il a arrêté l'école parce qu'il était vraiment fort. Donc son père l'a laissé arrêter l'école. Parce que son père voyait son fils comme un grand joueur. Déjà, il savait que dans 2 ans encore, son fils devait percer dans le football. Il avait même les projets d'envoyer son fils en Europe pour continuer le football. Et c'est comme ça que un jour, le jeune homme, on ne savait pas, hein, personne ne savait ça, que le jeune homme fumait. C'est-à-dire il fumait de la drogue en fait. Il fumait genre, au Gabon on appelle ça le chanvre. Voilà, il fumait du chanvre et ça personne ne savait. Donc un jour, et comme il ne peut pas le faire dans le camp, parce que dans le camp si on l'attrape c'est directement la prison, eh bien il va se faire bastonner par les gendarmes dans le camp. Donc c'était interdit qu'aucun enfant, aucun enfant qui vivait dans le camp n'avait droit à fumer même de la cigarette. Voilà, si tu sais que tu es mineur là, tu ne peux pas toucher à la cigarette. Sinon, même si c'est pas ton père, mais un militaire, un gendarme t'attrape, que ce soit ton père ou pas ton père, il a le droit de te frapper sur le champ. Parce que, limite, tous les gendarmes qui étaient dans le camp, c'était eux qui mettaient. Bon, pas qui mettaient, qui éduquaient un peu aussi les enfants. Hormis le fait que, chez toi, tu t'es éduqué par tes parents, et quand tu es dehors, tu fais une bêtise, les autres parents gendarmes, là, si tu croises un endroit, tu es tapé. Et ton parent ne peut rien dire. Donc c'est un peu comme ça. Donc comme il savait que le jeune savait que dans le camp, il ne peut pas fumer parce qu'il devait se faire bastonner. Donc il fumait toujours hors du camp. Donc il y avait un jour, la nuit, vers les 23h, il avait trop voulu fumer. Il voulait trop fumer. Donc c'est le moment qu'il s'est dit, bon vas-y, je prends le risque, je vais fumer dans le camp. Il a pris son chanvre, il allait derrière le camp. Derrière le camp, il y avait des bananiers en fait. Pas des bananiers, désolé, des bananiers en fait. Il y avait des bananiers. Et il allume sa cigarette, sur son chanvre et tout, il commence à fumer. Et c'est comme ça que, pendant qu'il est en train de fumer, il y a un des bananiers qui dit aux jeunes, et si on ne fume pas, genre, déjà quand il est arrivé derrière, parce qu'après il a aussi expliqué, hein, quand il est arrivé derrière, déjà il sentait qu'il y avait un gros vent, comme s'il devait pleuvoir, genre, des fois quand il pleut là, il y a le vent l'annonce, c'est-à-dire genre il y a un vent qui frappe un peu pour vous annoncer qu'il va pleuvoir, c'est un peu comme ça en fait. Donc il y avait un certain vent qui venait déjà, comme si c'était là pour annoncer la pluie. Or non, or le vent là c'était genre une manière pour lui de l'avertir que si on ne fume pas. Donc il y avait un certain vent qui frappait déjà le jeune. Le jeune s'est dit bon vas-y je vais vite fumer, je vais rentrer chez moi parce que il risque de pleuvoir. Or c'était pas ça. Il a quand même allumé son chanvre indien, il a fumé, il fumait. À un moment donné, le bananier commence à parler au jeune, il dit au jeune, oh toi là, ici on ne fume pas. Le jeune dit, mais en fait, c'est comme si je suis en train de délirer en fait. Peut-être parce que je fume ou bien c'est vraiment je suis en train de parler avec un bananier en fait. Il dit, mais qui me parle? Le bananier dit, c'est moi qui te parle, regarde ici là. Ici là, on ne fume pas. Le jeune pense qu'il est en train de délirer. Il dit, non, c'est impossible. Que peut-être c'est ce qui est en train de fumer là qui commence à donner des hallucinations. Mais il faut qu'il finisse et après il part. Donc il continue encore à fumer, il continue. Tout d'un coup, le bananier qui était debout là, l'a frappé correctement. Comme dit frapper là, le bananier l'a frappé, bien frappé, jusqu'à casser les pieds au jeune en fait. Donc il a commencé à crier. Donc comme il commence à crier, donc il y avait des gendarmes qui sont venus parce qu'il y avait d'autres qui étaient au portail. C'est que quand c'est dans ce genre de camp là, il y a forcément des gendarmes qui ne dorment pas, voilà, qui font la ronde et tout. Donc ils ont couru vers le bruit, ils voient le petit allongé au sol en train de crier, avec le chanvre qui fumait. On dit qu'est-ce qui s'est passé?
Et le banami s'est remis tranquillement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as en fait? Pourquoi tu cries? Il fait que crie, il fait que crie. Il dit non, le banami l'a frappé. Comment ce banami t'a frappé? Non, le banami m'a frappé. Il m'a frappé. Il y a quelqu'un dans le banami, il y a quelqu'un dans le banami. Comment ça, il y a quelqu'un dans le banani en fait? Désolé, dans le banani en fait. Désolé, hein, dans le banani. Comment ça, il y a quelqu'un dans le banani en fait? C'est que tu es en train de fumer. Tu sais que ça ne fume pas, mais tu es en train de fumer. Et tu dis qu'il y a quelqu'un dans le banani. Allez, lève-toi. Mon de faire lever le jeune. Il n'avait pas, il pas se tenir dans les pieds. Pas se tenir debout, désolé, pas se tenir debout parce que il s'est fait casser les pieds en fait. C'est comme ça qu'ils l'ont porté, ils l'ont emmené en cellule. Il a dormi en cellule. Le lendemain maintenant, il a expliqué l'histoire aux militaires, aux gendarmes. Et automatiquement, les gendarmes ont expliqué à son père. Son père a expliqué à d'autres de leurs collègues qui étaient dans le camp. Il y a un parmi eux qui a dit oui, effectivement, derrière là, j'ai déjà remarqué que la nuit, comme moi je passe là-bas, j'ai l'impression que je me fais genre... tu sais qu'il y a des fois quand vous marchez en route, quand quelqu'un vous regarde là, vous sentez comme s'il y avait d'autres yeux sur vous, comme s'il y avait d'autres personnes qui vous fixaient. C'est ce que je me suis disais. À chaque fois quand je suis toujours derrière, j'ai toujours l'impression de me faire fixer par quelqu'un d'autre, mais je sais que je suis seul. Donc c'est que il dit je peux croire parce que des fois quand je passe là-bas la nuit, je sais que je suis seul, mais il y a comme si les gens qui me regardaient. Je sens d'autres présences. Et c'est toujours tard la nuit. Donc il est mieux préférable qu'on brûle les bananiers en fait, parce que ce sont des bananiers qui n'ont jamais produit des bananes en fait. C'est là depuis des années, mais ça n'a jamais produit aucune banane. Donc c'est comme ça que les gendarmes là ont mis le feu sur les bananiers là. Ça prend du temps à brûler. Ils ont mis l'essence. Ça prend du temps. Ils ont coupé les bananiers depuis la racine. Ça fait comme ça voulait tomber. Ça s'est rimé encore tout droit. Et comme encore au 9 étage où la scène s'est passée, il y a une église. Ils sont allés appeler le prêtre, une église catholique. Ils sont allés appeler le prêtre de l'église. Le prêtre de l'église est venu, il a dit effectivement, genre, il y a d'autres présences aussi en fait. Ce ne sont pas que des bananiers physiques. Genre, il y a quelqu'un qui retient ces bananiers ici parce que il fait ses rituels ici. Il y a un gendarme qui fait ses rituels ici. Alors que c'est hyper compliqué. En fait. Donc le monsieur a mis de l'eau bénite, il a prié. Après ils ont réussi à brûler les bananiers en fait. Donc le jeune, jusqu'à aujourd'hui, qui avait un avenir meilleur dans le foot, aujourd'hui je vous parle là, il est en chaise roulante. Lui le foot là, c'est fini. Donc moi, la moralité de l'histoire, c'est toujours dire aux gens que la nuit, évitez de vous balader à une certaine heure. Évitez. Parce que tu ne savez pas qu'est-ce que vous allez croiser dehors. Surtout quand vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup d'arbres. Faites très attention. Parce que si le jeune n'était pas allé fumer là-bas, on dit de jamais se faire frapper par des bananiers là. Encore moins se faire casser les pieds. Donc, des fois, vous êtes dans des endroits où vous pensez que oui, il y a des manguiers normaux, il y a des arbres corrects. Or non. Parfois, ce sont des esprits, ou ce sont des génies qui occupent l'arbre, ou des bananiers là, ou je sais pas. Donc, c'est ça la moralité de l'histoire, de dire aux gens et de faire passer le message et faire très attention. Parce que de nos jours, c'est vrai qu'on dit que les gens, on ne sait pas qui est qui. Même aussi des objets comme même une chaise. Tu vas penser que c'est une chaise naturelle. Or, c'est une chaise qui est remplie de médicaments à l'intérieur. Quand tu t'assois sur ça, tu vas voir que dans ta vie, beaucoup de choses ont cessé de fonctionner. Genre, trop de trucs. De nos jours, nous sommes dans un monde où il faut faire vraiment attention. Donc, c'est un peu ça la moralité de cette histoire. Et voilà, donc, à la prochaine. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir à tous. Du coup, ce soir, c'est à moi de raconter mon histoire. Donc, ça se passe quand ça s'est passé quand j'étais petit. Ça s'est passé en 2012 au Congo. Ça s'est passé en 2012. Cette année, mes parents venaient de se séparer. Du coup, mon père s'était trouvé une nouvelle copine et tout. Donc, on y allait souvent, voilà, on partait passer le temps, elle a fait des enfants. Voilà, on partait s'amuser là-bas, dans les vacances, on était avec elle et tout et tout.
Après, on l'avait donné un nouvel ordre de mission. Elle devait rentrer là-bas chez elle, là-bas dans son pays. L'Afrique de l'Ouest, elle devait rentrer après revenir plus tard. Donc, on s'était perdu de vue. C'est 6 ans après qu'elle est revenue au Congo. Donc, après son retour, c'est papa qui m'informe que non, maman est-elle est revenue, voilà. Donc, ses enfants veulent vous voir. Donc, on partait régulièrement, on partait passer les week-ends avec elle et tout. Mais non, à chaque fois qu'on partait là-bas, il y avait des trucs qui se passaient dans la maison. Parce qu'elle elle était dans le quartier le plus chic de la capitale. Elle était dans le quartier le plus chic de la capitale. Donc, parfois, on était là dans la maison. En fait, parce que moi, en fait, je sens les présences, des esprits. J'en vois aussi parfois, j'entends. Donc, quand on était là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair dans la maison. Donc, on peut être là, on rigole, on regarde la télé, tu vois comme ça, la porte se ferme toute seule. Tu vois qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui est passé derrière nous et tout. Après, donc j'ai fait la remarque, je dis, mais pourquoi à chaque fois que je suis ici, je vois ceci, je vois cela, eux aussi, ils ont fait genre, ils ont nié, ils ont fait non, il n'y a rien, c'est sûr que c'est peut-être toi, tu imagines des choses et tout. Bon, je me suis dit que bon, d'accord, peut-être que c'est la paranoïa qui me fait ça. Bon, j'ai banalisé l'histoire. Après, il y a un soir où j'ai rêvé de la chose que je voyais dans la maison. Donc, j'étais là et tout, dans mon rêve, je me suis vu dans la chambre. Après, j'ai écouté la ménagère crier en bas, au rez-de-chaussée. Elle criait fort après. Donc, je me suis précipité, je cours, je viens vers elle. Quand je dépasse la porte de l'escalier, là, quand je rentre dans le premier salon, donc je vois qu'on l'a saisi par le cou. Je vois un truc noir qui l'a attrapé par le cou. Elle essaie de se défendre. Donc, après, je vois les autres enfants parce qu'on était 6 gars, 6 enfants. Donc, je vois les autres enfants en train de fouiller par la porte de la cuisine. Ils sont là à m'appeler. Non, mais viens, pourquoi tu vas là-bas? Viens. Moi, j'ai dit non, moi, je ne peux pas partir. Après, on la laisser comme ça. Donc, je me précipite vers le truc. Quand je le pousse, elle réussit à s'échapper par la porte principale. Et c'est moi qui l'attrape maintenant. Quand il m'attrape là, on s'est vu, quand on se regarde dans les yeux là, je me suis réveillé. Après. J'ai dit non, ça sent pas bon. Si c'est maintenant ça de venir me voir dans les rêves là, ça sent pas bon. Donc du coup, j'ai fait part du truc. J'ai fait part de l'histoire à la ménagère. J'ai dit à l'autre là. J'ai dit à comment on appelle. J'ai dit à mamie. Parce qu'on voit avec mamie. Donc j'ai dit à mamie que non, regarde ce que j'ai rêvé comme ça. Elle aussi, elle a fait bon, d'accord. On va voir ça après. Ok. Il y a mon petit frère qui fait aussi le même rêve. Il dit que non, j'ai rêvé un truc comme ça dans la maison. J'ai dit non. Et si nous deux on voit le même truc là, c'est qu'il y a un problème. Du coup, je repars encore vers elle. J'insiste. Je dis mais comment moi je vois le truc, le petit aussi voit le même truc. Et elle me dit non, en tout cas, moi la dernière fois je voulais pas t'en parler, mais là je dois t'expliquer. Donc elle aussi elle me raconte son expérience. Elle me dit qu'un soir, elle voulait se laver et tout. Après, quand elle sort de la douche, elle voit des écrits de sang sur son lit. Donc là, c'était des écrits, toujours des charabia. Elle n'arrivait pas à comprendre. Parce que c'était indestructible. Donc elle va chercher l'huile d'onction pour prier. Quand elle revient, les écrits ont disparu. Donc, elle a mis ça entre parenthèses. Après, j'ai trouvé ça étrange. Elle me dit, mais ici, tout le monde a déjà vu, tout le monde sait de quoi tu parles. Elle dit, comment ça? Donc, je descends, je vais voir amener la ménagère. Je dis, mais Tantine, c'est quelle histoire là? On m'a dit que comme ça. Elle me fait, oui, attends, moi aussi, je vais t'expliquer, moi aussi, je l'avais vu. Donc, elle me dit que c'était un week-end, quand nous, on était là. Parce qu'on était tous des grands garçons. Donc. Elle était dans sa chambre, en train de dormir et tout, elle s'est réveillée, elle a vu une silhouette derrière la porte. Donc, vu qu'on s'amusait souvent avec elle et tout, elle s'est dit que bon, peut-être que c'est nous. Elle a commencé à appeler, elle m'appelle. Elle appelle le deuxième, elle appelle le troisième garçon, elle a vu que bon, la personne ne répond pas. Vu que sa chambre, elle allumait rarement la lumière. Donc, elle s'est dit que bon, c'est peut-être nous qui voulons la faire peur, elle a banalisé l'histoire. Mais maintenant, elle voit que la silhouette s'avance vers elle et la silhouette l'a saisie par le cou. Donc, elle a commencé à se battre là-bas. Vu qu'elle est revenue pour le sud du village, elle a fait des histoires. L'esprit a fui. Moi, j'ai commencé à trouver ça étrange. J'ai dit,
Vu que les autres ils étaient partis à l'église, ce jour-là j'étais resté. Donc je me suis dit non, j'attends qu'ils vont rentrer, je vais essayer de parler avec eux. Donc quand j'explique, le deuxième garçon me dit oui, une fois j'étais aux toilettes, j'étais aux toilettes là-bas avec mon PC et tout. Voilà. Je dirais que le PC s'est éteint. Le PC est devenu très froid. Après, il a vu une silhouette s'avancer vers lui. Il a fouillé. C'était même fracturé et puis on m'a dit. Donc après, j'ai trouvé ça encore plus étrange. J'ai dit, ah non, ça sent pas bon. Ça là ne sent pas bon. Donc j'ai appelé une de mes soeurs. Je lui ai expliqué le problème. Elle m'a dit, ah, moi aussi, ta belle-mère là, moi, je la voyais pas claire. Donc, l'histoire là, elle me dit en tout cas, si tu vois encore le truc là, faut pas seulement paniquer. Ça, c'est mon fort. Parce que si tu paniques là, quelque chose peut t'arriver. Parce qu'elle va savoir que tu connais ces histoires et tout. Donc, d'accord. Un soir là, on dormait. Parce qu'on avait 2 lits en étage dans la chambre. Il y avait un qu'on avait cassé, vu qu'on s'amusait souvent là-bas. Donc, on était obligé de partager un lit en étage. Moi, je dormais avec les 2 petits garçons. Les 3 grands. Moi, je dormais avec les 2 petits. Les 2 grands étaient en haut. Voilà. Donc, après, j'avais souvent l'habitude de me lever à 3 heures pour aller uriner. Donc, ce jour-là, quand je me réveille à 3 heures, je regarde à côté parce qu'il y avait les tablettes et les téléphones en bas, étaient à côté de ma tête. Donc, quand je me retourne pour regarder l'heure, il était 3 heures. Quand je regarde de l'autre côté, je vois une personne qui marche, qui fait les 100 pas dans la chambre, à côté de notre lit. Donc, après, je dis, je trouve c'est étrange. Je dis, mais comment il y a quelqu'un? Parce que j'étais le seul à me lever souvent tard comme ça. Je me suis dit, non, eux, ils dorment. Quand ils dorment, ils ne se réveillent pas comme ça. Donc, je tiens le premier petit qui est à ma droite, je sens qu'il y a quelqu'un. Je tiens à ma gauche, je sens qu'il y a quelqu'un. Je fais passer la main par les petits trous du lit, je sens que les 2 sont en train de dormir. Donc, je me dis que c'est pas déjà eux. Parce qu'il y a que nous comme garçons. Et ça, c'était la morphologie d'un homme. Je me suis dit, ah, maintenant, ça c'est qui? Donc, pendant que je suis en train de réfléchir et tout, la chose en question s'est arrêtée. Ça a été net. La chose s'est accroupie. Donc c'est comme s'il il a senti que je l'ai regardé. Donc il s'est accroupi. Quand il s'est accroupi comme ça, on se regarde. On s'est vu. Donc c'était un truc tout noir, mais avec les yeux bleus. Les yeux bleus vraiment clairs. Donc on se regarde. On est resté là pendant au moins 5-10 minutes. On se fixe. Donc là où j'étais là, en tout cas, mon cœur allait sortir. Ça allait sortir. Je me suis dit, mais merde, ça c'est quoi? Donc, après, on a continué à se fixer. J'ai trouvé que c'était ridicule. J'ai dit non, si je reste moi là le regarder, là, ça n'a pas de sens. Donc je me suis endormi. Je l'ai donné le 2, je me suis endormi. Quand je m'endors le lendemain, je me réveille, je sursaute parce que je me suis rappelé, je me suis dit, mais au fait, il y avait le truc là qui me regardait. Quand je sursaute comme ça, je fais, oh, il n'était plus là. Donc je cours en bas, je vais les expliquer. Ah, mais moi j'ai vu ceci, moi j'ai vu cela. Ils m'ont dit, ah, d'accord. Quand maman va revenir, il faut lui expliquer. Elle est arrivée le soir, elle a fait à 20h, 21h comme ça. Elle arrive, je l'explique. Je dis, ah mais maman, comme ça, j'ai vu ça, j'ai vu ci. Elle me dit, d'accord, on va prier. Ce soir-là, je vais prier. Entre à 3h, 4h, là, elle a commencé à prier. Ça fait ses prières. Mais quand j'ai appelé ma soeur, je l'ai expliqué, elle m'a dit, mais voilà, c'est les trucs du chat là qui vient laisser l'argent. Parce que dans sa chambre, elle avait toujours les gros sacs remplis de nouveaux billets. Parce qu'une fois, le garçon, il avait pris. Il avait volé pourquoi il était en voyage. Il avait pris, c'était quoi? C'était 50 ou 100 millions comme ça. Je sais même plus. En tout cas, il a pris une brique. Il a pris une brique d'argent dans son sac. Dans son gros sac là, il a pris une grosse brique avec 2 téléphones qui traînaient dans sa chambre. Donc c'est le jour là que nous tous on avait su qu'elle avait beaucoup d'argent dans sa chambre. Parce que lui, il l'avait vu. Donc après, voilà. Un peu tout, hein, c'était tout. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG TV, bonjour toute la communauté DMG. En tout cas, je tiens déjà à te féliciter pour le travail que tu fais. Vraiment un travail de sensibilisation. Donc, je t'écoute quand même depuis longtemps et j'ai essayé de partager. J'essaie souvent de partager, de liker comme je peux. Aujourd'hui, j'ai 2 petites histoires. Une me concernant et une autre concernant une personne proche. Alors, je vais commencer par la personne proche. En fait, il s'agit de la veuve d'un de mes meilleurs amis. C'était mon meilleur ami, mon grand frère, qui nous a quittés il y a cela 1 an et demi bientôt. Et donc hier, je l'appelle en fait par rapport au fête de Noël pour souhaiter joyeux Noël à mes nièces. Et c'est comme ça quand même elle me fait comprendre que, ah, vraiment, ma belle, il y a quelque chose, il y a un témoignage que je dois te faire. J'ai dit, ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle me fait, ton frère là, c'est qu'il me fait
Vraiment, il m'a fait quelque chose, mais il faut que je t'en parle. J'ai dit, ok, bah, j'écoute. En fait, elle avait des problèmes de plomberie chez elle, et puis elle a appelé un ami, il n'a pas réussi à faire, il a dit, voilà, il faut appeler un spécialiste. Donc, comme elle est elle a appelé en fait le responsable de son office de logement, donc son office HLM en fait. Et les personnes en fait la font tourner parce que voilà, il n'y a pas de solution et on va venir avec les fêtes, etc. Et puis elle était un peu désespérée, c'est comme ça, je crois qu'elle avait un rendez-vous professionnel et elle reçoit un coup de fil d'un monsieur qui l'appelle en disant Madame Telle, oui, écoutez, c'est votre mari qui m'a donné votre numéro et il m'a dit qu'il y a des travaux à faire chez vous, que vous allez nous donner votre adresse et puis qu'on vienne. On est prêt en tout cas, je suis avec mes employés et on vient. Et puis elle est étonnée, elle dit c'est bien mon numéro, oui, c'est bien mon prénom, mais je pense que vous vous trompez de personne parce que voilà, moi je suis veuve et tout ça. C'est pas possible que voilà, ça ne doit pas être moi. Le monsieur dit, je vous dis bien que c'est votre mari qui m'a donné votre numéro ce matin, il m'a dit de vous appeler et que vous avez besoin qu'on fasse des travaux chez vous. Est-ce que vous n'avez pas de travaux qu'il faut faire chez vous? Donc ma belle, elle dit oui, oui, bien sûr, j'ai des travaux à faire. Elle me dit, mais justement, madame, elle dit non, attendez, vraiment, on va se rappeler après parce qu'elle était tellement choquée. Et elle lui demande, mais le monsieur, il est comment? Elle dit non, c'est un blanc et le blanc, il est avec une femme blanche, mais en tout cas, il nous a dit, voilà, c'est lui qui a donné le prénom. Et ce prénom-là et le numéro de téléphone qu'il a dit qu'il fallait que vous nous donniez l'adresse pour qu'on vienne faire les travaux. Elle était tellement estomaquée qu'elle s'est dit, c'est pas possible. Effectivement, c'est mon nom, c'est mon numéro, mais comment ça peut se faire? Et moi, voilà, il n'est plus là, comment ça peut se faire? Et au final, bah oui, le monsieur est venu faire les travaux. Donc, pour dire que, ben oui, il y a des histoires comme ça, c'est des mystères de la vie qu'on ne peut pas comprendre. Comment il a fait pour donner le numéro exact et savoir qu'elle avait besoin de cette personne-là pour faire les travaux chez elle. Donc, voilà un peu la première histoire. Comme quoi, hein, comme on dit, les morts ne sont pas morts. La deuxième histoire, il s'agit de moi, en fait. C'est pour sensibiliser les gens par rapport aux cadeaux que des proches peuvent faire, surtout les amis ou même de la famille. Hein. J'avais reçu un cadeau il y a cela, à tout casser 16 ans, d'une amie qui vendait des bijoux. Donc elle vient me voir, elle vient à la maison et tout. Elle me fait, ben oui, écoute, j'ai un cadeau pour toi. Je dis ok, donc elle m'offre en fait un médaillon en forme de grain de café, donc en forme de coris. Très contente, en or, hein, or massif et tout. J'ai dit super. Donc j'ai porté le médaillon jusqu'en 2015. Et puis 2015, hein, donc ma situation un peu, c'était des hauts et des bas, alors que moi j'ai toujours été quelqu'un qui shine, qui brille. Et là où les portes sont fermées pour les autres, moi j'ai toujours eu les portes ouvertes, donc j'ai toujours été reconnue comme une fille très chanceuse. Mais c'était une période sombre, voilà, de ma vie où c'était vraiment sombre. C'est comme ça, j'étais invitée à un baptême et puis j'enlève la chaînette pour en fait mettre un collier. Quand je dépose la chaînette avec le médaillon, j'entends une voix qui me dit « Ne remets plus ce médaillon. Ce médaillon n'est pas saint. La personne qui te l'a donné, en fait, ne l'a pas fait avec un cœur saint. Si tu doutes, dans 3 jours, elle va te contacter. » Donc ça m'a paru bizarre, j'entendais vraiment une voix comme si vraiment, voilà, j'ai dit waouh. Du coup, j'ai laissé le médaillon, je suis rentrée de l'anniversaire et par la suite, donc c'était le lundi, je devais aller travailler et je m'en vais travailler comme ça, j'ai oublié, j'ai pas remis le médaillon, j'ai pas remis la chaînette, je suis partie comme ça le lundi, donc ça s'est passé le dimanche. Lundi, je vais au travail, mardi, la fille me contacte. Et tout de suite, je ne fais pas le lien, en fait. Mais après, j'ai le déclic. J'ai dit, mais oui, ça fait 3 jours, en fait. Elle me dit, oui, est-ce que tu vas bien? Je fais, oui, je vais bien. Et ta petite, et tout, elle va bien, ton enfant? Je dis, oui, oui, ça va, et toi? Ça va. Et puis, elle s'arrête là, elle me dit rien. Bon, d'accord. Et après, j'en parle à une amie. J'ai dit, c'est bizarre, voilà ce que j'ai entendu. Et là, la personne m'appelle au bout de 3 jours par rapport à ce médaillon. Donc, je ne mets plus. Et je décide, en fait, d'aller le vendre dans un truc qui fait vente, achat, échange, or et tout ça. Donc, ils m'ont donné, ça coûtait dans les 200 €. Hein. Ils m'ont fait un chèque, 230 €, 250 €. Je vous jure, DMG, je m'en vais déposer le chèque à la poste. Normalement, quand on dépose un chèque, au bout de 48 heures, vous l'avez. Déjà, quand je dépose le chèque, la machine avale le chèque avant que je n'ai fait quoi que ce soit. C'est bizarre, j'étais même avec une grande sœur amie et tout.
Je dis, c'est bizarre, le chèque a disparu. J'ai appelé la dame qui s'occupait un peu de l'accueil et tout. Elle est venue, elle a ouvert, elle dit non, on ne le retrouve pas, mais c'est pas grave, de toute façon, on a vos coordonnées et puis on va vous tenir au courant. J'ai dit ok. Donc c'est vraiment à la fin de la journée que la dame m'a appelé. Entre-temps, j'avais un cœur qui me disait d'aller prier à la cathédrale parce que je n'étais pas très loin. Donc du coup, je suis allée prier. Et au bout de, peut-être vers la fin de l'après-midi, la dame m'appelle et me dit, oh, finalement, votre chèque, il a été retrouvé et tout, on va vous le mettre dans la machine pour qu'il soit débité. Je vous jure, le chèque a fait presque un mois, alors qu'un chèque, normalement, c'est 48 heures. Donc, pour vous montrer déjà comment, voilà, c'était bizarre, quoi, c'était mystique. Et j'ai une amie qui était à Londres à l'époque, je lui en parle, elle me dit, tu verras, cette personne va te rappeler, elle va te demander quelque chose en échange. C'est-à-dire qu'elle va te demander de lui acheter quelque chose, mais ne le fais pas. Ça n'a pas tardé, 2 jours après, elle m'envoie un message, oui, est-ce que tu peux me prendre une palette de maquillage et tout. Puis je lui fais, ah non, mais je peux pas. Elle me fait, pourquoi tu peux pas? Je lui dis, bah, c'est pas une obligation, tu m'as pas donné, tu m'as pas laissé une caisse d'argent ici pour que je te prenne des trucs, quoi. Et du coup, je n'ai plus jamais contacté cette personne. Pour vous dire que voilà, c'est un bijou qui était là, mais en fait, c'était comme si ce bijou-là, elle s'en servait pour contrôler ma vie, pour voir ce qui se passait, quoi. Et dès que j'ai fermé vraiment les portes, elle s'est énervée, elle m'a rajouté dans un groupe et je ne voulais pas. Je suis sortie, mais elle m'a incendiée, elle m'a insultée. Je n'ai jamais répondu, j'ai toujours laissé le silence. Donc vraiment pour prier effectivement sur tout ce qu'on peut vous offrir comme cadeau, sur tout ce qui concerne les bijoux. Voilà. Donc c'était un peu ça mes 2 histoires. J'espère ne pas avoir été très longue. Et je te remercie. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG, tous mes voeux pour la nouvelle année. Alors comme d'habitude, on like, on partage et on commente. Alors j'ai une histoire qui concerne un frère à moi, voilà, dans sa jeunesse, Jean 22, 25 ans, presque 25 ans je pense. C'est plein, ça se sent jeune, ça se sent bon. Un ami à lui avec qui il travaillait ensemble lui dit écoute, moi t'as vu ma copine, voilà, ça fait un moment on est ensemble, j'arrête pas de lui demander de me présenter sa famille, elle veut pas, elle dit que son père va refuser, je comprends pas pourquoi, voilà. Et elle lui dit écoute mon père, c'est un genre de, je sais pas, on appelle ça mbombok, voilà. Donc je sais pas la définition, patriarche ou autre chose. Donc nous sommes 2, mon grand frère et moi, et mon grand frère c'est un abruti fini, quoi, tu vois. Donc mon père compte sur moi pour me léguer, voilà, toutes ses puissances et tout, en fait prendre sa place. Donc il m'est interdit, je ne peux pas me marier. Par contre, je peux faire des enfants et ramener des enfants là. Mais je ne peux pas aller en mariage. Le gars lui dit, c'est pas grave, on va aller dans ton village, je vais me présenter officiellement et on verra ce qui va se passer. Mais on va défendre notre amour et puis je m'en fous même s'il faut vivre dans ton village. La fille refuse. Bon, le mec a tellement insisté, la fille lui dit, si tu crois que c'est une blague, on va y aller. Donc, il fait part de ça à mon frère. Mon frère lui dit, bah écoute, on prend la voiture, on y va. Ils étaient dans le transport de marchandises, donc ils avaient une espèce de camion, je sais pas trop quoi, là, le gens qui transportent des marchandises de ville en ville, de pays en pays, quoi. Il faut aller vers la frontière. Alors, ils s'en vont au village de la fille et ils arrivent dans la nuit. La nuit tombée, ils avaient déjà envoyé un messager dont le village les attendait. On les accueille et tout. Ils sont à table comme ça avec le papa. Le mec, pendant qu'il fait son discours, ils sont en train de boire les vins qu'ils ont ramenés pour la famille et tout. Mon frère remarque que il est servi par la même fille. 1 fois, 2 fois, elle vient, elle change de verre, et puis c'est la bouffe, c'est elle qui ramène son assiette, c'est elle qui débarrasse son assiette. Je me dis, mais on la maltraite ou quoi? Il y a que qu'est-ce que c'est? Il regarde bien la fille a l'air d'avoir 9 ans. Par contre, elle a un popotin, voilà, ça convient pas, c'est son âge, quoi.
Elle a des loulous, elle ressemble à une dame, mais il se dit, bon, ben, c'est peut-être elle est naine, peut-être c'est un pygmée, peut-être aussi c'est la pousse d'hormones, il a plein de sœurs, bon, il laisse ça comme ça, mais ça l'intrigue. Finalement, le papa leur dit, écoutez, j'ai pris une note, bon, je vous réponds demain matin. Ok? Donc, allez vous reposer. Vous êtes arrivé la nuit et tout. Vous avez une chambre là-bas, donc la chambre de passage. Il y a 2 lits. Voilà. Non, ils y vont. Il y a effectivement 2 lits. Ils posent leurs affaires. Et au chevet de chaque lit, il y avait une lampe tempête posée au chevet de chaque lit. Alors, mon frère, lui, il traîne, il fume sa petite clope, il laisse les amoureux déjà qui se mettent à l'aise. C'était des chauds lapins. Donc, il attend 1 heure, 2 heures, il traîne, il regarde un peu le village et tout. À un moment, il toque, il dit s'il peut rentrer. Ouais, ouais, mais t'inquiète pas, frère, on est entre nous, ouais, c'est bon. Bon, les lampes sont, mais vraiment, ils sont dans la pénombre. Et le frérot, il se met à l'aise. Il enlève sa chemise. Les garçons, comme ça, bon, il se déshabille pas, hein. Il enlève sa chemise, il reste avec le petit Marseille. Voilà, son pantalon jean. Bon, il enlève ses bottines. Et il s'étale sur le lit, comme ça, tout droit, en train de refaire le film et tout. Il y a quelque chose qui cloche, quoi. Il essaye de revoir qu'est-ce qui cloche. Au moment où il veut passer la main comme ça, vraiment pour se détendre, bam, il sent une personne couchée à côté. Il prend la lampe tempête, il hausse la lumière. Qu'est-ce qu'il voit à côté de lui? Bah, l'espèce de naine là et tout, couchée juste là. Et il voit quoi? Elle avait le pagne attaché depuis la soirée. Il voit qu'elle est couchée, jambes écartées, hein, avec le pagne carrément ouvert comme ça. Genre, je suis prête, quoi. Et elle regarde le plafond. Et le frérot qui lui dit qu'est-ce que tu fais là, ma fille? Gna gna gna, tu peux pas rentrer chez toi? Tu habites où? Tu t'es trompé de chambre? Et tout. Elle dit rien. Mais mon frère regarde bien, c'est le corps d'une femme, mais la taille, ça va pas. Et puis, il peut pas abuser d'une jeune fille et tout ça. C'était même pas la forêt vierge, mais c'était l'Amazonie. Donc, tu te dis quand même à 9 ans, une forêt pareille, non, il y a quand même du vécu là-dedans. Et son ami qui lui dit, ouais, vas-y, si c'est comme ça qu'on reçoit les étrangers, t'as pas compris depuis qu'on t'avait réservé hein, pour que tu sois aussi à l'aise. Ah bon? Ça se passe comme ça ici? Bon bah, dis, vas-y. Ça, la copine lui dit, écoute, on est dans mon village, c'est comme ça, pose pas de questions, mets-toi à l'aise. Si tu veux, hein, elle est à disposition, elle est prête. Ah oui, mais je vois qu'elle est bien prête, hein. Donc le mec il baisse la lampe, il s'est dit ah non, c'est quoi ce genre je sais pas moi, je sais pas, ça se peut pas. J'ai des sœurs quand même, j'ai du respect pour les femmes, mais là, on aurait dit que son copain et sa fiancée n'attendaient que ça, rebelote. Tiki, les trucs de avant avec les ressorts dans les vieux matelas. Tiki. Il se dit c'est fini, je peux dormir, mais quelque part ça trotte dans sa tête. À un moment comme ça, il met la main dans la foufoune, la fille dit rien, la fille. Il touche, la fille est à la même position. Bon, bah, il s'est dit, vas-y, hein. Bon, bah, parce que dans un village pareil, si je le fais pas, j'aurais offensé hein, le chef. Il veut monter et tout, il se dit peut-être qu'elle est vierge, je vais toucher un tout petit peu, je vais voir, je vais aller doucement, qu'est-ce qui se passe? Donc il se met à se dessape. Et puis il est grand, et il est métis, il est grand et tout, et après... Il va aller doucement, il dit à la fille, Angonda, tu veux pas rentrer, il continue à négocier. La fille dit rien. Elle regarde toujours vers la toiture. Elle dit rien.
Elle s'en fout de ce qu'il raconte, elle dit rien. Après, le mec, il s'est dit, bon, bah, si elle dit rien, je vais pas perdre le temps et tout. Il va doucement comme ça pour mettre son engin, hein, doucement comme ça, en voulant aller, genre, je sais pas moi, faire un petit câlin et tout. Il avait même pas fait entrer le bout que quelque chose comme une pieuvre est sorti. Ça a avalé tout le matos jusqu'au boule. Le mec, il est resté comme ça, il n'a rien compris. Il dit, c'est quoi cette histoire? Il essaye de quitter, tout est parti. Il essaye de tirer. Il sent que la peau derrière, là, est hyper sensible et tout. Il se dit, si je tire, mais je perds tout mon appareil. Incroyable. Il chuchote. Il lui dit, ouais, Angonda, mademoiselle, s'il te plaît, rends-moi mes trucs. S'il te plaît, je te demande pardon. S'il te plaît. Elle dit rien. Il touche comme ça par derrière, il sent qu'il se dit non, 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 ça va, je vais me faire une blessure et tout. À un moment, son pote lui dit, mais c'est quoi ces histoires-là, grand frère? Moi, je ne savais pas que tu avais ce genre de design. Mais pourquoi tu... Mais finis-en, c'est bon. Et le mec lui dit doucement, frère, mais elle m'a tout avalé. Comment ça tout avalé? Mais je suis bloqué, elle m'a piégé. J'arrive plus à quitter et tout. Dis quoi? Quoi? Ils prennent tous les lampes tempêtes comme ça, ils arrivent. Lui et sa copine, ils vérifient. Imaginez la position avec le popotin en l'air comme ça du mec et tout. Là, tu oublies, hein? Tu te dis, je suis chez le gynéco, ça y est, c'est bon. Hein? Donc, ils ramènent les deux lampes tempêtes. Oh, effectivement, il n'y avait que le trou de balle. Il n'y avait plus rien qui pendouillait, rien. Et la meuf n'a pas bougé. Elle a même pas cligné de l'œil. Donc voilà son pote comme ça qui est scandalisé. Il monte sur le lit. Il essaye de sauver l'honneur de son pote et tout, son frère. Il tire, il veut tirer comme ça. Le frérot qui crie, arrête, arrête, arrête. Ça va se couper, ça va se couper. Oh, et la fille aussi qui vient, qu'est-ce qu'elle fait, sa fiancée? Elle ouvre la porte, elle crie dans le village. Waouh, elle a recommencé, elle a recommencé. Quoi? Elle a recommencé. Son pote qui lui dit quoi? Tout le village est sorti avec les lampes tempêtes. De gauche à droite et tout. Hein, ils avaient tous les pagnes comme ça et tout ça là. Ils sont bienvenus, tout le monde a bien regardé le trou de balle et tout. Hein, ils ont bien fait ça pour humilier le mec. Et voilà une bonne vieille qui arrive, pam, avec un petit balai traditionnel. Elle a tapé sur le popotin. Le mec est quitté comme si c'était une force qu'il avait enlevé de là. Il est tombé vers le mur. Et ils étaient là, ouais, Ntangan le blanc, voilà, voilà. Tout le village rigolait. Le frérot, il s'est habillé dardard. Il est entré dans son camion. Les deux amoureux ont commencé à se disputer. Tu as dit qu'elle a recommencé. Ça veut dire que tu savais. Tu savais qu'elle était comme ça et tout. Oui, mais je ne savais pas qu'elle pouvait oser. Tu ne savais pas qu'elle pouvait oser. Vas-y avec ta famille maudite là et tout. Afra. Entre dans le camion, on se barre. Mais et puis le mec lui dit, bah, dans un village pareil, si tu te barres, tu sais pas ce qui nous arrive devant. Hein. On va attendre le lever du jour là, vers 5 heures. L'autre était là, il faut que je voie un médecin. Il faut que je voie un médecin et tout. Finalement, l'amourette s'est arrêtée là. Tout c'était fini. Ça, c'est les villages des sorciers. On ne peut pas en arriver jusque-là. C'est même pas lui qui allait demander la main et tout. Donc, ils ont démarré à 5 heures, ils sont partis, ils n'ont plus des nouvelles. Ah, je peux vous dire, le frérot, il bandait plus. Hein. Pendant des années, il est parti, il bandait plus. Heureusement qu'il a fait 1 ou 2 gosses comme ça dans sa jeunesse, vite fait. Hein. Il a tout fait, il s'est tout purgé de tout. Il est parti au Benin. Et tous les jours, il avait une purge comme ça. Il allait aux toilettes comme ça. Il se purge. Ça c'est comme ça. Ça, même si tu es vieux, rien, nada.
toute sa vie maintenant, il avait peur des kikis, les minous des femmes. Il se disait qu'il y avait des dents là-bas, quelque chose de bizarre. Si toutes les femmes étaient comme ça, on ne sait jamais. Il a commencé à sortir avec des vieilles ménopausées. Même jusque-là, la vieille dit, je suis peut-être une vieille, mais j'ai des besoins. Une fois, deux fois, il se barre. Parce qu'il ne voulait plus avoir de rapport. Plus du tout. Donc, voilà l'histoire. Voilà l'histoire de ce fameux vagin maudit qui t'aspire tous les trucs. Donc, t'imagines, on te fait ça. En plus, les boules, c'est super fragile. Hein. Ça aurait pu te découper le truc et tout avaler d'un coup. Donc, c'est resté comme ça. On n'a jamais su si c'était une spécialité de ce village. Bref, c'était ça l'histoire. J'espère que vous avez compris quelque chose ou les gens peuvent m'expliquer. Voilà, c'est resté un mystère pour moi. Ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour, bonsoir DMG. Je voudrais te raconter une histoire. J'ai beaucoup hésité avant de faire ce voice parce que déjà l'histoire me concerne directement et il y aurait des personnes qui pourraient peut-être me reconnaître, on ne sait jamais. Mais je tenais à la raconter car c'est mon vécu. D'accord, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous, commentez et tout. Bref, mon histoire, je l'intitule Les mauvaises amitiés. Ouais. Bon, en fait, j'ai grandi dans un quartier du Cameroun et on avait un groupe d'amis. On a tous grandi, on était petits, on s'amusait, on faisait les fous et tout. Bon, et après, on a commencé à d'autres voyager, d'autres aller ailleurs et tout, les déménagements et des trucs comme ça. Bref, j'ai donc eu à rester dans mon quartier avec 2 ou 3 de mes amis en fait. C'était toujours normal, je ne connaissais rien de mystique dans ma vie et tout. Je n'avais pas eu de passif dans le mysticisme quoi. Et un jour, nous sommes vers 2014 je crois, il y a une fille avec qui je sortais, elle me dit « Oh, il y a tel de tes amis qui est venu me voir ». La fille, elle était dans une autre ville, genre à des kilomètres, à des centaines de kilomètres de nous quoi. Et puis quand la fille me dit il y a telle personne qui est venue me voir, et à nuit je lui dis c'est impossible parce que déjà premièrement d'abord elle ne connaissait pas cette amie là, et puis elle était à des centaines de kilomètres, et puis le jour d'avant moi j'étais avec la nuit d'avant moi j'étais avec l'ami en question, donc c'était impossible. Il est bien avec l'ami, il me faisait souvent des blagues genre donne-moi ta copine là et des trucs comme ça, et moi j'étais là genre non, parce que déjà j'avais des mauvais rêves, mais je savais pas vraiment je connaissais vraiment pas les individus qui étaient impliqués dans tous ces mauvais rêves que je faisais à l'époque quoi. Donc c'est comme ça que je lui dis non, tu as juste déliré. Elle me dit non, j'étais debout, c'était pas un rêve. J'étais debout dans ma chambre et puis il est entré par le mur, il s'est assis, il me parlait, bon, il ne comprenait pas très bien parce que en fait il parlait une autre langue, et puis elle dit juste que c'est quand il a mentionné mon nom que bon, elle a compris que en fait il s'agissait de moi. Et je lui dis bon non, c'est pas vrai, c'est tout. Je prends une photo où on était environ 7 ou 8 comme ça, et je lui envoie, je lui dis bon, de quel ami tu es en train de parler? Car cet ami, j'ai oublié de le mentionner, était parti en France et il était revenu pour les congés, un ingénieur. Elle dit c'est telle personne, il vient de rentrer de France, non, et tout. Je dis ah oui, ah d'accord, oui, c'est lui. Quand il vient, il était plus proche de moi que mes autres amis en fait, parce que lui et moi, on avait eu à fréquenter ensemble dans le même internat. Donc c'est comme ça qu'il commence à nous inviter pour des sorties, des trucs comme ça, les sorties. Et après, je commence à faire de plus en plus de mauvais rêves et moi je décide de m'éloigner de lui.
sans savoir qu'il avait déjà donné la sorcellerie aux autres gars avec qui j'étais, c'est-à-dire aux autres amis avec qui j'avais grandi, genre dès le bas âge, parce que lui, je l'avais juste rencontré à l'internat et puis par coïncidence, il a vécu dans mon quartier, il est venu vivre dans mon quartier après. Ah, moi je dis, ah bon, en tout cas, ça va. On reste, les mauvais rêves se multiplient, ça se multiplie, ça se multiplie. Et je me rends compte que c'est comme s'il y a une secte qui veut me forcer à adhérer. En fait, les gars, je connais pas trop comment le fondement de, de, de cette secte-là. Je connais pas trop comment ils ont fait pour créer cette secte ou bien qui les parrainait ou bien quelle grande secte les parrainait. Mais il y avait l'un de nous, toujours à l'internat, euh, qui avait gagné une compétition. Il avait représenté, il était le gagnant camerounais d'une certaine compétition qui se fait en Afrique. Et il avait eu à voyager hors du pays pour aller saluer une certaine grande dame qui est décédée. Une certaine reine qui est décédée, en fait. Et apparemment, quand il est parti, on lui a donné quelque chose. Et c'est ça qu'il a commencé à distribuer à tous nos amis, en fait. À toutes nos connaissances, les amis de l'internat et tout, et tout, et tout. Et donc, c'est ce que mon ancien camarade qui était en France était venu donner à mes amis du quartier, à ceux avec qui j'étais né, quoi. C'est comme ça, donc, les gars je commence à rêver d'eux. Oh, c'est de ta faute si on nous a donné ça, toi. Donc, tu fais en sorte qu'on nous donne quelque chose et maintenant, toi, tu es en train de jouer les durs pour ne pas entrer. Tu vas entrer de coûte que coûte, tu vas entrer de gré ou de force, tu vas entrer. On sera tous ensemble dans cette affaire. Les mauvais rêves se multipliaient grave. Et puis, les gars commencent à faire des trucs genre, nous sommes jeunes, nous faisons un peu des folies, des trucs comme ça. Et ils ont voulu me mettre, en fait, ils ont voulu organiser des trucs, les partous. Et je savais pas que, en fait, moi, j'étais pas trop dans le délire, mais j'étais là, je faisais semblant, genre, bon, ouais, allons-y et tout. Mais pourtant, j'étais pas dans le délire du tout. Bon, je sais pas trop si c'est que j'étais pas dans le délire, mais bon, en fait, à chaque fois qu'ils ont organisé ces partous là, genre 3, 4 fois, je n'ai jamais bandé, je n'ai même jamais été vraiment dans le mood, quoi. Pourtant, ce n'est qu'après que j'ai su que, bon, les gars, en fait, c'était un moyen de voler mon étoile. Ouais. Genre, les gars font des trucs, ils sont là, genre, gars, fais, vas-y, fais, et tout, et tout. Et puis moi, je faisais rien. Je faisais rien, toujours en train de vouloir que, genre, il couche avec une fille, vous couchez avec la même fille et tout, et tout. Moi, je voyais même pas un peu le rituel satanique qui se passait, genre, devant moi. Et puis, ils ont commencé à avoir des problèmes entre eux, genre des problèmes d'ego, des problèmes de qui sera le chef et tout, et tout, et tout. Et ce n'est qu'après, quand... en fait, l'histoire est très longue, mais je vais juste l'écouter. Ce n'est qu'après que il m'a été révélé que c'était eux, parce que c'était genre, je suspectais. Et puis, comme si tu connais un truc, mais à chaque fois que tu te dis que bon, je serai plus avec ces mecs-là, il y a un truc qui se passe. C'est comme si on te reboot. C'est comme si tu oublies complètement que bon, tu suspectes ces mecs-là et puis tu continues à marcher avec eux. Et c'est comme ça que les gars te regardent comme un fou. En fait, j'ai beaucoup d'histoires DMG et je sais avec le temps, je vais, je vais en raconter plusieurs. Bon, bref, pour dire au regard des jeunes et tout, ne faites pas les partous. Ne faites pas les partous. Les partous, quand vous les faites avec des gens mal intentionnés, direct, ils vous chopent votre étoile à travers le sexe de la personne peut-être avec qui vous allez. Et moi, j'avais jamais su. Et je savais pas pourquoi. En fait, parfois, même, je me disais que bon, je suis chaud. Mais après ça, je me rends compte que je suis plus chaud du tout. Ou peut-être je suis chaud, mais gars, je bande pas. J'essaye même peut-être mentalement pour faire partie du show et tout, mais je bande pas. Parce que, en fait, les gars avaient déjà préparé leur petit piège mystique et Dieu me faisait toujours sortir de ces pièges-là. Donc, franchement, sachez
choisir vos amis. Si votre subconscient vous dit telle personne est bizarre et tout, il faudrait vraiment chercher à prendre des distances et regarder, observer avec du recul, car beaucoup de personnes sont très méchantes ici dehors. Donc les mecs me détestaient grave parce que ils se disaient mais comment est-ce que le petit bonhomme s'est réussi à nous échapper et tout. Pourtant nous sommes tous à l'intérieur. C'est devenu du genre où même en journée maintenant les gars disaient toi tu penses que tu pars où? Tu vas genre en journée et plus la nuit. Ouais. Ils disent on connaît ton intérieur et ton extérieur, on va te mettre bien, des trucs du genre. Et moi je prenais toujours ça à la rigolade. Ils faisaient aussi comme si c'était la rigolade, mais pourtant les gars étaient très fâchés que je n'adhère pas à leurs bêtises là. Donc s'il vous plaît, likez, partagez, commentez, parlez à vos amis, conseillez vos proches. Les partous, c'est zéro. Ne faites jamais ça du tout. Ne mangez pas chez n'importe qui. Ne prenez pas des trucs chez des gens et tout. Ça ne va rien changer dans votre vie, à part vous amener plus de problèmes. Bon, merci beaucoup DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.